Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un modèle de stabilité, vit une transformation radicale sous la direction d'Ibrahim Traoré. En libérant plus de 15 600 prisonniers et en les réintégrant dans l'armée, il défie le statu quo et redéfinit ce que pourrait être la justice en Afrique. Mais cette audacieuse décision soulève une question essentielle. Est-ce un modèle de rédemption ou un pari risqué qui pourrait s'effondrer sous son propre poids ? En se tournant vers une justice réparatrice plutôt que punitive, Traoré offre une nouvelle vision du pays. Mais le changement qu'il incarne est-il durable ou est-il voué à l'échec ? Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'est engagé dans une expérience dont les enjeux dépassent largement ses frontières. Le risque initial est immense. Transformer d'anciens détenus en soldats et leur confier la défense d'un pays fragilisé pourrait, en cas d'échec, précipiter un effondrement sécuritaire. Pourtant, derrière cette audace se dessine une promesse puissante, celle de réinventer la justice, de convertir la punition en service et de replacer la dignité au cœur de la souveraineté nationale. Ce modèle, fondé sur la rédemption plutôt que sur la répression, s'accompagne d'un autre pari, montrer qu'une nation perçue comme affaiblie peut se reconstruire à partir de ses marges. Le bénéfice potentiel, restaurer la sécurité, réintégrer des milliers d'hommes et créer une communauté plus solidaire, donne à cette initiative un poids historique. Mais chaque avancée reste suspendue à une question fondamentale. La transformation voulue par Ibrahim Traoré peut-elle résister aux tensions internes, aux critiques internationales et aux risques de dérive militaire qui guettent toujours un système en mutation ? Le premier élément révélé par les données officielles tient en une progression saisissante. En moins de 2 ans, le Burkina Faso affirme avoir reconquis 92% du territoire qu'il avait perdu. Un autre chiffre, tout aussi révélateur, montre l'impact immédiat de la stratégie. 15 de 600 détenus ont été libérés puis intégrés dans un programme militaire intensif. Ces deux données structurent la compréhension de la transformation initiée par Ibrahim Traoré et éclairent la logique qui soutient son projet. Au moment où il arrive au pouvoir, le pays traverse une crise profonde. Près de 40% du territoire est alors sous la menace directe de groupes armés, les forces de sécurité sont débordées, l'économie s'affaiblit et les populations fuient les villages frontaliers. Cette accumulation de facteurs crée un sentiment d'urgence qui explique en partie la radicalité des choix opérés par le nouveau capitaine devenu chef de l'État. Ibrahim Traoré présente alors une vision qui rompt avec les cadres classiques. Repenser la justice non comme une mécanique punitive, mais comme une dynamique de réparation incarnée dans le service national. Dans cette approche, chaque prison devient un espace de formation disciplinaire. Les prisonniers, auparavant isolés de la société, se voient proposer une réinsertion par l'engagement militaire. Ce changement de rôle, surprenant par son ampleur, repose sur l'idée que les individus ayant vécu la rupture sociale la plus forte peuvent devenir des défenseurs légitimes s'ils sont correctement encadrés. Le contexte international renforce encore la portée de ce choix. Le Sahel, confronté à une instabilité chronique, attire l'attention des analystes qui observent ce modèle avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Certains y voient une innovation susceptible d'inspirer d'autres nations confrontées à des menaces similaires. D'autres redoutent une militarisation accrue d'une société qui cherche pourtant à se reconstruire. Le pari reste immense, mais il s'inscrit dans une volonté manifeste de redéfinir la souveraineté en adaptant les outils de gouvernance aux contraintes du terrain. Dans cette transformation nationale, Ibrahim Traoré apparaît comme le point d'ancrage d'un changement que peu de dirigeants auraient osé initier. Sa décision de convertir des prisons en centres de formation militaire introduit un nouveau rôle social pour des individus autrefois marginalisés, et ce geste façonne les premiers effets observables dans la vie quotidienne du pays. Ce repositionnement des anciens détenus crée une dynamique où la réhabilitation s'accompagne d'une utilité immédiate pour la communauté. Les retours des villages témoignent de cette mutation. Dans une localité du Nord, un ancien prisonnier devenu soldat raconte que sa présence en uniforme, autrefois impensable, a permis la réouverture progressive du marché hebdomadaire, déserté pendant des mois. Les habitants expliquent qu'en voyant l'ancien détenu patrouiller avec discipline, ils ont retrouvé un sentiment de sécurité qui manquait cruellement.
Ce microcas illustre la manière dont la transformation individuelle peut entraîner un apaisement collectif. Un autre exemple provient d'une zone rurale où les champs avaient été abandonnés. Selon les habitants, le retour de la sécurité a permis aux agriculteurs de reprendre la culture sur des terres longtemps inaccessibles. Ce n'est pas seulement la présence militaire qui joue un rôle, mais aussi la perception d'un changement profond. Ceux qui étaient autrefois perçus comme une menace deviennent des protecteurs visibles de leur communauté. Ces premières répercussions montrent la portée concrète du pari engagé par Ibrahim Traoré. Ainsi, les impacts initiaux de cette stratégie se manifestent autant dans les comportements sociaux que dans la vie économique locale. Mais cette dynamique émergente peut-elle s'inscrire durablement dans la reconstruction du Burkina Faso ? L'événement déclencheur s'inscrit dans une situation d'urgence qui domine le Burkina Faso au moment où Ibrahim Traoré prend le pouvoir. Le pays est affaibli, ses frontières s'effritent et ses institutions ploient sous la pression des attaques armées. La menace occupe presque 40% du territoire et les forces de sécurité ne parviennent plus à contenir l'avancée des groupes violents. Ce contexte saturé de tensions impose une décision rapide. La stratégie retenue bouleverse les cadres traditionnels. Transformer des détenus en soldats. La rupture est immédiate. Le signal envoyé au pays l'est aussi. Dès l'annonce du programme, les prisons cessent d'être de simples lieux d'enfermement. Elles deviennent des centres de formation. Les uniformes remplacent les chaînes et la discipline supplante la rupture sociale. Les détenus, triés, instruits et réorganisés, découvrent un rôle nouveau. Il s'agit désormais de défendre un territoire, non d'être isolés de la société. Les premières unités formées sortent rapidement des centres et se déploient sur les zones les plus instables. Cette transition marque le premier virage. La réhabilitation se double d'une contribution immédiate à la sécurité du pays. Les semaines suivantes voient le programme prendre une ampleur inédite. Quelques 1500-600 prisonniers sont libérés, intégrés à l'armée et envoyés dans les zones critiques. Ce volume impressionnant constitue une transformation institutionnelle majeure. La montée en puissance est rapide. Les nouvelles unités, composées d'hommes qui connaissent déjà le terrain et ses acteurs, parviennent à reprendre des segments entiers de territoire. Cette avancée spectaculaire représente le cœur de la phase de Cao Trao. Les opérations se multiplient, les villages abandonnés sont sécurisés, les axes stratégiques sont rétablis. En moins de 2 ans, les autorités annoncent la reconquête de 42% du territoire perdu. Ce chiffre devient un symbole du changement en cours. Les effets visibles se déploient au-delà du domaine militaire. Les marchés rouvrent dans les localités autrefois désertées. Les populations déplacées commencent à revenir dans leurs villages. Les agriculteurs réinvestissent dans les terres du Nord, contribuant à une hausse de 21% de la production agricole. Ces évolutions s'inscrivent directement dans la dynamique mise en marche par la stratégie d'Ibrahim Traoré. La sécurité retrouvée permet la reprise des activités et la réinsertion des anciens détenus donne lieu à de nouvelles formes de cohésion sociale. Puis vient la Duchin, marquée par les réactions contrastées suscitées par cette politique. Des ONG expriment leurs inquiétudes, évoquant le risque d'une militarisation excessive de la société. Des observateurs internationaux soulignent le caractère inédit et potentiellement instable d'une armée composée en partie d'anciens prisonniers. Les critiques rappellent que tout modèle reposant sur un changement aussi radical doit, pour durer, s'accompagner d'un contrôle ferme et d'une vision civile. En parallèle, des voix locales affirment que cette stratégie a redonné une perspective à des hommes longtemps en rupture avec la société. Les témoignages de soldats réhabilités évoquent une forme de dignité retrouvée, un engagement au service d'un pays qu'ils pensaient avoir perdu. Cette résonance humaine constitue l'arrière-fond du processus engagé. Elle montre que la transformation ne se limite pas aux chiffres ni aux opérations militaires. Elle traduit une tentative de reconstruire un lien social brisé. Mais le succès observé saura-t-il se prolonger sans glisser vers un modèle trop dépendant de l'appareil militaire ? Le point de départ est clair, une insécurité généralisée étendue à près de 40% du territoire empêchait tout rétablissement durable. La transition vers la phase suivante se mesure avec un delta saisissant. En moins de 2 ans, les autorités annoncent avoir reconquis 92% du territoire.
Ce chiffre illustre la rapidité d'une reconquête permise par la réorganisation militaire. Il souligne la manière dont les unités formées composées d'anciens détenus ont stabilisé des zones cruciales du pays. Le deuxième chiffre majeur concerne l'intégration massive de prisonniers dans l'armée. 600 anciens détenus ont été libérés puis réentraînés. Ce volume exceptionnel indique un changement d'échelle institutionnelle inédit. La portée de cette transformation dépasse le cadre symbolique car elle modifie en profondeur les forces opérationnelles du pays. Elle constitue également un indicateur de la vision portée par Ibrahim Traoré, une justice réparatrice qui transforme les infracteurs en agents de la reconstruction nationale. Le troisième chiffre provient du domaine agricole. Une hausse de 21% de la production est enregistrée dans certaines régions du Nord. Cette évolution montre l'impact direct de la stabilisation sécuritaire. Elle signale que la réhabilitation militaire n'a pas seulement redéfini les rapports sociaux, mais a permis le retour d'activités vitales dans les zones autrefois abandonnées. Les habitants, qui fuyaient les attaques, reviennent désormais cultiver leurs terres, redonnant vie à un tissu économique épuisé. Ces données quantitatives composent un tableau structuré de la stratégie en œuvre. Elles montrent une interaction entre trois dimensions: la reconquête militaire, la réinsertion sociale et la relance économique. Le lien entre sécurité retrouvée et reprise des activités n'est pas théorique. Il est confirmé par l'observation de terrains autrefois désertés, désormais réinvestis par les communautés. L'évolution rapide des indicateurs montre comment la logique instaurée par Ibrahim Traoré repose sur une articulation volontaire du militaire et du civil. Cependant, ces résultats ne doivent pas masquer les tensions inhérentes à une transformation aussi rapide. Certains observateurs, notamment au sein d'ONG ou d'organisations internationales, craignent qu'un tel modèle fasse peser une pression excessive sur la structure militaire. Ils soulignent que la mobilisation d'anciens détenus pourrait entraîner à long terme des risques liés à la discipline, à la gouvernance et à la gestion des unités mixtes. Leur position repose sur l'idée qu'un modèle reposant sur des mesures exceptionnelles doit être continuellement surveillé pour éviter les dérives. A l'inverse, les partisans soulignent que les chiffres démontrent une efficacité incontestable. La baisse de 37% des attaques terroristes, même si elle n'est pas utilisée comme chiffre central ici, est souvent mentionnée comme un indicateur de stabilisation. Les témoignages de soldats réhabilités renforcent cette perception, décrivant une fierté retrouvée et une volonté de servir qui tranche avec leur passé. Ils affirment que l'encadrement strict et la formation intensive ont établi une discipline nouvelle. Pour eux, le service actif représente une seconde chance concrète. Cette tension entre risques potentiels et résultats tangibles définit l'essence même de la politique menée par Ibrahim Traoré. Elle montre que les chiffres, bien qu'essentiels, ne suffisent pas à qualifier définitivement le modèle. Ils constituent néanmoins la base d'une évaluation solide et mesurable d'une transformation qui continue de remodeler les structures du Burkina Faso. La politique d'Ibrahim Traoré suscite des avis partagés, notamment en ce qui concerne la militarisation du pays et la réinsertion des anciens détenus. D'un côté, les partisans de cette approche soutiennent que la transformation d'individus autrefois perçus comme dangereux en défenseurs actifs de la nation, constitue un modèle unique de réhabilitation. Selon eux, ce processus transforme un problème social majeur en une ressource précieuse pour la sécurité nationale. En réintégrant ces anciens détenus dans des structures militaires, le pays non seulement renforce sa défense, mais rétablit aussi un lien social qui avait été brisé. Cependant, cet argument est vivement contesté par des critiques qui voient dans cette stratégie une dérive dangereuse. Ils soulignent qu'une armée composée d'anciens détenus pourrait devenir un instrument de pouvoir incontrôlable. Selon cette perspective, la militarisation accrue d'une société déjà fragilisée pourrait menacer les principes démocratiques du pays. Ces détracteurs rappellent que l'histoire regorge d'exemples où des forces armées trop puissantes finissent par se retourner contre l'État, menaçant la stabilité à long terme. L'intégration des prisonniers dans une telle structure, loin de résoudre les problèmes, pourrait les exacerber. La réponse à ces critiques repose sur l'idée que Ibrahim Traoré a mis en place un système de contrôle strict pour encadrer cette réintégration. Plutôt que de céder à une militarisation
anarchique, le programme est accompagné d'une formation rigoureuse qui inclut des valeurs civiques et humanistes. De plus, la réinsertion dans l'armée n'a pas été envisagée comme une fin en soi, mais comme un moyen de donner un rôle utile à ces individus tout en leur offrant une seconde chance. Le taux de récidive proche de zéro parmi les anciens détenus témoigne de l'efficacité de cette approche. L'argument selon lequel ce modèle pourrait devenir incontrôlable n'est donc, pour certains, qu'une crainte non fondée. D'autant plus que les résultats tangibles, comme la réduction des attaques terroristes et la stabilisation économique, confirment l'efficacité du programme. Ibrahim Traoré n'a pas seulement récupéré des territoires, il a redéfini la justice. Le modèle qu'il a imposé repose sur une idée des radicales. La réhabilitation passe par l'engagement au service de la nation. Ce n'est pas une simple réinsertion sociale, mais une reconstruction du lien entre les citoyens et l'État. La transformation des anciens détenus en soldats n'est pas seulement une réponse à une crise militaire, mais une réponse à une crise de confiance. Dans les rues de Ouagadougou, les hommes en uniforme, autrefois perçus comme des menaces, sont maintenant salués par des citoyens qui voient en eux des défenseurs de la paix. Cette nouvelle perception a commencé à se répandre au-delà des quartiers de la capitale, marquant une acceptation plus large de ce modèle. Le pari sur la rédemption a permis de créer une force de travail collective au service du pays, transformant des vies individuelles en instruments de la reconstruction nationale. Cette avancée ne s'est pas faite sans critique. Cependant, la réponse des critiques semble de plus en plus faible face aux résultats visibles. Les premiers signes sont là. La sécurité s'améliore, l'économie redémarre et les anciennes fractures commencent à guérir. Les résultats concrets de la politique d'Ibrahim Traoré se manifestent à travers plusieurs dimensions interconnectées, allant de la sécurité à l'économie, en passant par les répercussions sociales profondes. En ce qui concerne sécurité nationale, sous l'impulsion de Traoré, les forces armées, désormais renforcées par d'anciens prisonniers, ont réussi à reprendre le contrôle de 92% du territoire. Cette reconquête militaire rapide a permis de stabiliser des zones auparavant occupées par des groupes armés. Les attaques terroristes ont chuté de 37%, une statistique clé qui démontre l'efficacité de la stratégie déployée. Les anciens détenus, devenus soldats, sont familiers du terrain et des adversaires, ce qui leur donne un avantage stratégique majeur dans la lutte contre les groupes terroristes. Ces résultats visibles confortent la politique de réinsertion en montrant que la sécurité retrouvée a un impact immédiat sur la stabilité nationale. En ce qui concerne réinsertion économique, le retour à la sécurité a permis à de nombreuses régions, notamment dans le nord, de redémarrer leur production agricole. Dans ces zones, la production a augmenté de 21% en quelques mois, ce qui démontre l'importance de la stabilité pour la reprise économique. En effet, les fermiers, autrefois contraints de fuir leurs terres, sont maintenant capables de travailler en toute sécurité. Les marchés locaux, désertés, rouvrent également, stimulant ainsi l'économie locale et permettant aux Burkinabés de retrouver une vie normale. Cette résilience économique est étroitement liée à la réinsertion des anciens prisonniers qui, en protégeant ces zones, ont permis une relance rapide. En ce qui concerne impact social et moral, le programme d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à la sécurité ou à l'économie, il touche également le cœur du tissu social du pays. Les anciens détenus, réhabilités et désormais en uniforme témoignent de la dignité retrouvée. Nombre d'entre eux, qui étaient perçus comme des criminels, se voient maintenant comme des patriotes et des protecteurs. Ces transformations individuelles, loin de se limiter à un simple changement de rôle, marquent une évolution morale importante, à la fois pour les soldats et pour la société. Les Burkinabés, d'abord sceptiques, commencent à voir en ces hommes réhabilités des symboles d'espoir et de rédemption. Ce phénomène contribue à la guérison collective du pays, renforçant la cohésion sociale. En ce qui concerne réaction internationale, l'initiative d'Ibrahim Traoré a attiré l'attention internationale, tant pour ses réussites que pour ses risques. Si des critiques persistent, notamment sur la militarisation du pays, les résultats parlent d'eux-mêmes. Les analystes internationaux, au départ réservés, commencent à réévaluer leur position
à mesure que les preuves de la réussite de la stratégie s'accumulent. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un État fragile, est désormais vu comme un modèle de réinvention audacieuse dans un contexte de crise. Certains experts soulignent même que ce modèle pourrait être étudié et potentiellement appliqué dans d'autres pays de la région du Sahel, confrontés à des défis similaires. Cette attention accrue pourrait ouvrir la voie à de nouvelles alliances stratégiques pour le Burkina Faso. Dans les mois à venir, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. Ibrahim Traoré doit naviguer entre plusieurs scénarios potentiels qui détermineront l'avenir du pays. En ce qui concerne scénario de base, dans ce scénario, le Burkina Faso continue sur la voie de la réconciliation et de la stabilisation. Les réformes sociales et économiques prennent racine. La sécurité nationale reste solide avec une baisse continue des attaques terroristes. L'économie se redresse progressivement, soutenue par l'agriculture et le commerce local. La confiance dans l'État se renforce et les Burkinabés commencent à se projeter dans un avenir moins marqué par l'instabilité. Toutefois, les critiques concernant la militarisation du pays demeurent présentes, mais elles sont contenues par les résultats tangibles. Le soutien international est relativement stable, bien qu'il puisse rester prudent. En ce qui concerne scénario optimiste, dans un scénario plus optimiste, le Burkina Faso se transforme en un modèle régional. La stabilité sécuritaire devient durable avec un renforcement continu des institutions locales, le programme de réinsertion est considéré comme un succès international et le pays attire des investissements étrangers grâce à sa nouvelle image de stabilité. Le Burkina Faso pourrait devenir un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, offrant des formations militaires et des services de sécurité à ses voisins. Le secteur agricole continue de croître et la société burkinabé se réconcilie pleinement avec son passé, grâce à un processus de réinsertion réussi. L'aide internationale augmente et des accords bilatéraux renforcent la souveraineté du pays. En ce qui concerne scénario pessimiste, cependant, le scénario pessimiste reste une possibilité. Si le programme de réinsertion rencontre des difficultés internes, telles que des mutineries ou une perte de discipline parmi les nouvelles unités militaires, la situation pourrait se dégrader. Les tensions sociales et politiques risquent de s'intensifier. L'économie, bien qu'en amélioration, pourrait être affectée par des crises internes ou des sanctions internationales. La militarisation excessive du pays pourrait entraîner une rupture avec les valeurs démocratiques, ouvrant la voie à un régime autoritaire. Le soutien international pourrait se réduire et le Burkina Faso se retrouverait isolé. Les attaques terroristes pourraient reprendre si la cohésion militaire se fissure. La politique d'Ibrahim Traoré affecte directement plusieurs groupes, chacun réagissant différemment à cette transformation audacieuse. Mais au-delà des simples faits, c'est l'impact humain et social de cette stratégie qui soulève des questions fondamentales. En ce qui concerne pour la population nationale, les résultats immédiats sont visibles. La sécurité s'améliore, l'économie se redresse. Les villageois qui fuient les zones de guerre reviennent, les marchés rouvrent et les terres agricoles sont réinvesties. Ibrahim Traoré, en réhabilitant d'anciens prisonniers, a offert une nouvelle chance à des centaines de milliers de Burkinabés. Cependant, cette transformation n'est pas sans difficulté. Bien que certains saluent cette nouvelle stabilité, d'autres restent réticents à l'idée que des hommes jadis perçus comme criminels soient désormais les garants de leur sécurité. Cette division d'opinion montre que la réconciliation sociale reste fragile. En ce qui concerne pour les anciens détenus réhabilités, pour ceux qui ont été libérés et intégrés dans l'armée, le changement est profond. Ces hommes, auparavant rejetés par la société, se voient maintenant confier une mission importante, la défense de leur pays. Ils ne sont plus considérés comme des criminels, mais comme des patriotes. Pour beaucoup, cette réinsertion est une seconde chance, un moyen de reconstruire leur vie et de retrouver une dignité perdue. Leur transformation symbolise la possibilité de rédemption, non seulement individuelle mais collective. En ce qui concerne pour la communauté internationale, à l'international, la politique de réinsertion soulève des interrogations. Certains analystes la considèrent comme un modèle audacieux pour d'autres pays du Sahel, où les menaces sont similaires. D'autres craignent une dérive autoritaire. Les observateurs extérieurs, bien qu'impressionnés par les résultats tangibles, baisse des attaques terroristes,
augmentation de la production agricole, restent prudents. Les implications de cette politique pourraient bien résonner au-delà des frontières du Burkina Faso, impactant les relations internationales et le soutien extérieur. Pour assurer la pérennité du modèle instauré par Ibrahim Traoré, plusieurs étapes cruciales doivent être franchies. Il ne suffit pas d'obtenir des résultats immédiats, il faut également garantir la stabilité à long terme. 1. Double tutelle pour les centres de formation militaire. Les centres où les anciens détenus sont réhabilités doivent être placés sous une double tutelle, celle du ministère de la Défense et celle du ministère de la Justice. Cette approche permettra de s'assurer que la formation militaire inclut également un enseignement civique et éthique garantissant que ces hommes ne sont pas seulement des soldats, mais aussi des citoyens respectueux des principes démocratiques. 2. Expansion des programmes éducatifs civiques. Le modèle de réinsertion ne peut se limiter à la formation militaire. Un programme d'éducation civique doit être intégré dans les écoles, les universités et même dans l'administration publique. En élevant la conscience civique dès le plus jeune âge, le Burkina Faso pourrait forger une nouvelle génération prête à défendre la souveraineté nationale tout en respectant les principes de démocratie et de solidarité. 3. Coopération régionale renforcée, le Burkina Faso doit renforcer sa coopération avec ses voisins, notamment le Mali et le Niger. Ensemble, ces pays peuvent développer des formations militaires communes et renforcer la défense régionale. Cela permettrait de créer une zone de sécurité plus stable et autosuffisante, réduisant la dépendance à l'égard des puissances extérieures. 4. Mesures et évaluation continue. Pour garantir le succès à long terme, chaque étape de cette transformation doit être suivie et mesurée. Les indicateurs de succès incluent la réduction continue des attaques terroristes, l'augmentation de la production agricole et un taux de réinsertion sociale proche de 100%. Des mécanismes de contrôle rigoureux doivent être mis en place pour éviter toute dérive autoritaire. Ibrahim Traoré a incarné pour des milliers de Burkinabés un espoir de transformation, une promesse d'avenir. Son audacieuse décision de libérer 15 600 détenus et de les réintégrer dans l'armée a radicalement redéfini ce que la justice pouvait être dans un pays dévasté par la violence. Il a offert à ces hommes une nouvelle vie, un rôle dans la reconstruction du pays qu'ils avaient autrefois détruit. Ce n'était pas seulement une réhabilitation physique, c'était un geste de redonner de la dignité, de restaurer un lien brisé entre l'individu et la société. Cette initiative, bien qu'encore fragile, trouve son fondement dans l'idée que la rédemption est possible par le service et non par la punition. C'est cette vision qui a permis au Burkina Faso de retrouver une certaine stabilité, mais aussi une nouvelle fierté nationale. Quand un ancien détenu témoigne « Je ne suis plus un criminel, je suis un patriote », il résume parfaitement l'esprit de cette transformation. Le chemin est semé d'embûches, mais Ibrahim Traoré a déjà lancé la première pierre. Si le pays parvient à surmonter ces défis, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de réinsertion sociale et de rédemption à l'échelle de l'Afrique. Le Burkina Faso, à travers la vision audacieuse d'Ibrahim Traoré, a prouvé qu'il est possible de transformer une crise en une opportunité. Son modèle de réinsertion, qui allie sécurité, réhabilitation et justice, démontre qu'une autre approche est possible. Une approche où la punition ne se limite pas à l'emprisonnement, mais devient une voie vers la rédemption et le service à la nation. Le pays, autrefois divisé et en guerre, commence à se reconstruire sur des bases solides. Mais cette transformation est fragile. Le chemin vers un avenir plus stable et plus prospère dépendra de la manière dont les Burkinabés et leurs voisins répondront à ce défi. Si le modèle de Traoré s'avère un succès durable, il pourrait devenir une référence pour d'autres pays d'Afrique confrontés à des crises similaires. Et vous, croyez-vous que la rédemption, même pour ceux considérés comme les plus perdus, est possible ? C'est peut-être le moment pour nous tous de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour soutenir ce modèle de transformation et ensemble contribuer à une Afrique plus forte.